Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2876 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 avril avec des anniversaires et tout d'abord celui du gardien camerounais de Manchester United. Il s'agit de André Onana, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. En joueur connu, on peut voir Pjanic, les gars, c'est un joueur du Barça, de la Juve, de l'AS Roma, de Lyon, de Metz. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Hier soir, on était lundi avec quelques rencontres dans les gros championnats en Europe. Et tout d'abord, cette belle affiche en Liga, Villarreal contre l'Atlético Madrid. Et c'est l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 grâce à Witsel et Saúl. Donc, belle victoire des Colchoneros. Donc, tout d'abord, les statistiques de la partie. Donc, 14 tirs, 8 tirs cadrés pour l'Atlético, 2 buts inscrits. Donc, l'Atlético, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ils ont eu beaucoup plus de tirs cadrés. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup plus dangereux que leur adversaire. Et logiquement, l'Atlético s'est imposé lors de cette rencontre et avec cette victoire, l'Atlético repasse devant l'Athletic Bilbao parce que Bilbao était devant l'Atlético Madrid. Donc toujours dominé bien sûr par le Real. Le Real 8 points d'avance sur le Barça 2 points d'avance sur Gérone 3e. Puis après Gérone 3e a 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. On peut voir quand même qu'il y a des sacrés crus avec les 4 premiers de Liga. Donc voilà, concernant ce classement du championnat espagnol. Il y avait aussi quelques rencontres du côté de l'Italie avec la Serie A. Tout d'abord, le leader, l'Inter Milan, jouait hier soir, un lundi, contre Empoli et l'Inter s'est imposé 2-0. Di Marco et Sanchez ont été les deux buteurs. A noter que l'Inter reprend ses 14 points d'avance sur l'AC Milan à quelques journées de la fin. Donc ça sent très bon, on peut dire, ce championnat de Serie A pour cette équipe de l'Inter. Et sur les 30 matchs joués cette saison, c'est 19e clean sheet quand même, c'est incroyable. 30 matchs joués. 19 matchs, ils n'ont pas pris de but, encore hier contre cette équipe de Empoli. Donc les statistiques, 19 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits par l'équipe de l'Inter Milan. Bon, il n'y a rien à dire. Ils méritent leur victoire et c'est qu'en 2024, depuis janvier, en Serie A, c'est quasiment du carton plein. 13 victoires, 1 nul, 0 défaite, 35 buts marqués pour seulement 6 buts concédés et 9 clean sheets sur l'année. Je vous parle en 2024 en Serie A. Donc voilà, c'est tout simplement trop fort pour toutes les autres équipes italiennes en championnat. Cette équipe de l'Inter Milan qui joue dans ce magnifique stade, une photo d'hier, du côté de ce stade, bien sûr, du côté de Milan, où il y a l'AC Milan et l'Inter, bien sûr, qui jouent du côté du même stade. Il y avait aussi des autres rencontres en Italie, par exemple, l'AS Roma se déplaçait du côté de Lecce, c'était hier également, lundi, et pas grand chose à dire, 0-0, pas de buteur dans ce match, donc ça ne fait pas trop les affaires, bien sûr, de l'AS Roma. Donc les statistiques, on peut voir que l'AS Roma plutôt dominé, parce que Lecce, les gars, c'est plus de 27 tirs, 17 tirs de plus que l'AS Roma, donc 27 pour Lecce, 10 tirs seulement pour l'AS Roma, donc l'AS Roma, on va dire, s'en sort plutôt bien avec ce déplacement et surtout ce nul obtenu du côté de Lecce. Bologne, l'équipe entraînée par Thiago Motta, donc ils jouent contre la Salernitana, ils se sont imposés 3-0 l'équipe de Bologne et ça va très fort du côté de Bologne. Donc 70% de possession de balle, 14 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Toutes les frappes cadrées ont fini au fond des filets, donc Salernitana, ça c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Et c'est vrai que l'équipe de Thiago Motta, les gars, se porte très bien en Italie avec 57 points. Bologne est classée à la 4e position de la Serie A et a désormais récolté plus de points que la saison dernière. Donc là, cette saison, ils ont 57 points. La saison dernière, ils avaient pris 54 points, mais sur les 38 journées, alors que là, on est à la 30e. Il reste encore 8 journées. Donc on pense qu'ils vont encore prendre des points. Donc voilà, c'est exceptionnel. Donc les Bolonais, 2 petits points de retard sur la Juventus et pourraient profiter de la grande méforme des hommes de Allegri pour leur passer devant au classement en championnat dès la prochaine journée. Donc voilà, concernant l'équipe de Thiago Motta, Bologne, ça se passe très bien. Cagliari, il y a aussi des autres rencontres. Cagliari contre Hellas Vérone, 1 partout. Sassuolo contre Udinese, 1 partout également. À noter que côté Udinese, tout le monde le connaît, c'est Florian Thauvin qui a été buteur. Et en 30 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives. Donc voilà, hier, il a permis à son équipe de prendre un point du côté de Sassuolo. Donc du coup, tous les résultats de cette journée en Italie. Donc il y a eu des matchs samedi, il n'y a pas eu de match avant-hier dimanche. On peut voir qu'il n'y a pas de match dimanche, et il y avait tout ça quand même lundi. Un gros programme, surtout pour un début de semaine. Et le classement, donc l'Inter Milan, bien sûr, ils vont gagner le championnat avec 14 points d'avance alors qu'il ne reste plus que 8 journées. Donc voilà, ça sent très bon. Bien sûr, pour cette équipe de l'Inter, donc l'AC Milan 2e, donc l'AC Milan, ils ont quand même 6 points d'avance sur la Juventus 3e. Et regardez la Juve qui floppe comme ces derniers temps, on va en parler juste après de la Juve. Donc maintenant, la Juve a seulement 2 points d'avance sur Bologne. Pourtant, la Juve était quasiment au contact de l'Inter Milan
hein, il y a quelques journées, et maintenant ils sont commencé à décrocher. Attention, parce que la Juve est en train de glisser au classement. Et voilà, s'ils continuent à prendre beaucoup de points, derrière ils vont passer devant la Juve, puis la Juve pourrait ne pas être qualifiée en Ligue des Champions saison prochaine. Bien sûr, ce serait une catastrophe pour cette équipe. Et regardez, après un début de saison exceptionnel, une série de 19 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont enchaîné 19 matchs sans perdre. La Juventus n'y arrive plus du tout. La vieille dame ne compte qu'une victoire sur ses 9 dernières rencontres. La Juve était pourtant un concurrent très sérieux pour le Scudetto, donc remporter le championnat. Elle qui ne comptait que 2 points de retard sur l'Inter après 21 journées de championnat. Regardez, sur leurs 9 derniers matchs, 1V, seulement une victoire. On peut avoir pas mal de défaites ou de matchs nuls. Ils avancent pas, les gars. C'est bien les matchs nuls, tu perds pas, mais tu gagnes pas non plus. Et voilà, c'est pas possible de prendre si peu de points pour une équipe comme la Juventus. Regardez le classement, la 21e journée, où c'était l'Inter 54 points, mais la Juve deuxième 52 points. Donc il y avait 2 points d'écart. Et maintenant, regardez à la 30e, donc l'Inter 79 et la Juve 59. Avant, il y avait 2 points d'écart la 21e. Et là, maintenant, il y a 20 points d'écart entre l'Inter et la Juventus, maintenant qui est 3e, qui dégringole le classement. Donc voilà. La Juventus, les gars, attention. Toujours, tiens, avec l'Italie, tout ça. Donc aujourd'hui, la Juventus, tiens, en parlant d'eux, parce qu'ils n'ont pas joué. Là, la Juventus, ils ont plutôt joué samedi parce qu'aujourd'hui, il y a des matchs de coupe. Enfin, il y a un match de coupe d'Italie et la Juventus se joue, les gars. C'est la demi-finale. Donc, la demi-finale, allez. La Juventus ce soir, regardez, c'est le 2 avril, c'est ce soir à 21h. La Juventus reçoit la Lazio de Rome. Donc, voilà pour cette demi-finale, allez. Après, la demi-finale retour sera le 23 avril prochain. Donc, il y a un match aujourd'hui, première demi-finale. Et l'autre demi-finale, c'est entre la Fiorentina et l'Atalanta. Ça sera demain. À noter, les gars, que ce match Juventus-Lazio a été joué. Tiens, c'était samedi. La Lazio s'est imposée 1-0. C'est en championnat. La Lazio s'est imposée 1-0. Un but inscrit à la 93e minute de jeu sur une passe D de Guendouzi. Mais là, c'est de la Coupe d'Italie. C'est la demi-finale. Et c'est ce soir. On revient nous en France. On va parler aussi de la Ligue 2 parce que la Auxerre jouait un match. Et la Auxerre s'est imposée du côté de l'AC Ajaccio. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Bourguignons avec cette victoire. Donc, ils se rapprochent un peu plus de monter en Ligue 1. Donc, les statistiques de la partie. À noter le très gros match du gardien de la Auxerre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 7 tirs cadrés de l'AC Ajaccio pour 0 but marqué. C'est-à-dire que le gardien de la Auxerre, les gars, fait quand même 7 arrêts décisifs lors de cette rencontre. Et la Auxerre reprend 5 points d'avance en tête de la Ligue 2. Donc, les Auxerrois font une sacrée saison. Mais pas qu'ils sont descendus. La saison dernière, c'était en Ligue 1. Ils sont descendus là en Ligue 2. Ils pourraient déjà faire l'ascenseur et remonter directement en Ligue 1. Donc, cette saison, c'est 16 victoires, 10 matchs nuls et seulement 4 défaites. Ça fait tout droit vers une remontée directe en Ligue 1. Tout ça, bien sûr, pour cette équipe bourguignonne. Donc, on a la 30e journée. Il reste encore 8 journées. Il y en a 38 de journées vu qu'il y a 20 équipes en Ligue 2. N'oubliez pas qu'à partir de la saison prochaine, je crois que la Ligue 2 va passer à 18 équipes, comme la Ligue 1. Bref, donc la Auxerre, 58 points, donc 5 points d'avance sur Angers. Puis après, ça sera... Voilà, bon, Auxerre, c'est pas encore sûr qu'ils vont monter, mais bon, ils ont quand même 5 points d'avance sur le deuxième. Donc voilà, ce championnat, bien sûr, va se jouer jusqu'à la fin. Et l'ultime journée, que ce soit pour monter ou pour tout simplement essayer de se maintenir. Il y avait aussi un match intéressant du côté du Portugal, donc entre Portimonense et Braga. Donc déjà beaucoup de buts, 8 buts dans la rencontre et c'est Braga qui a réalisé une bonne performance en s'imposant 5-3 du côté de Portimonense. Donc voilà, félicitations, on peut voir qu'ils ont dominé le match à 9 tirs cadrés, 5 buts inscrits par l'équipe de Braga. Et on va parler de ce joueur parce qu'il est en train de réaliser une saison exceptionnelle. C'est Simon Bonza, il a marqué un doublé lors de la victoire 5-3. Donc 23 buts et 4 passes décisive cette saison, 23 matchs championnat plus Europa League. La saison quand même exceptionnelle pour ce joueur de la République démocratique du Congo. Et on peut voir le classement, donc Braga avec cette victoire remonte à la 4e position. Le Portimonense, donc eux ils sont l'équipe la première relégable. Il y avait aussi un match, plusieurs rencontres du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait une affiche entre deux équipes qui ont beaucoup recruté lors de l'été de 2023, désolé, c'était entre l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Al Ittihad. Donc voilà, c'est Al Ahly qui s'est imposé 1-0. À noter qu'Edouard Mendy a été titulaire. À noter que Riyad Mahrez a joué. San Maximin, Franck Kessie a joué. Côté Al Ahly et côté Al Ittihad, Benzema a joué. Bon, il n'a pas marqué vu que son équipe n'a pas marqué. De toute façon, il y avait Kanté. Donc voilà, c'était comme un gros choc. Et c'est Al Ahly qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Et au classement, ça donne quoi? Donc Al Ahly du coup passe devant l'équipe de Al Ittihad, l'équipe de Benzema Al Ittihad. N'oubliez pas que c'est eux qui avaient remporté le championnat saison dernière et là ils sont 4e. Bon, le championnat va être remporté bien sûr par l'équipe de Al Hilal qui joue aujourd'hui à 21h contre l'équipe de Al Kadoud. Donc une équipe qui est classée à la 15e position. Donc voilà, ils ont quand même 71 points. Ils ont 12 points d'avance sur Al Nasser alors qu'il reste quelques journées avant la fin de la saison. Donc voilà, Al Hilal devrait remporter bien sûr le championnat d'Arabie Saoudite. Au programme aujourd'hui aussi de la Première Ligue, regardez le gros programme.
aujourd'hui, en ce mardi, Newcastle-Everton ce soir à 20h30. Il y a aussi Nottingham Forest contre Fulham, Bournemouth contre Crystal Palace, Burnley, Wolverhampton et West Ham contre Tottenham ce soir à 21h15. Donc voilà, on parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain, mercredi. Il y a aussi en France de la Coupe de France, première demi-finale de la Coupe de France. Donc c'est Lyon qui reçoit l'équipe de Valenciennes. Donc c'est ce soir à 20h45 sur beIN Sport. Donc voilà, concernant cette rencontre là pour Lyon, bien sûr, c'est la porte ouverte, parce que quand même Valenciennes est bon dernier du championnat de Ligue 2, en plus décroché totalement. Après ça reste un match de coupe, tout peut arriver, mais Lyon doit s'imposer tout simplement et se qualifier pour la finale. Et les supporters de Valenciennes ont mis le feu pour encourager leurs joueurs avant de disputer une place en finale de Coupe de France à Lyon demain soir. Donc hier ils étaient à l'entraînement, leur dernier entraînement du côté de Valenciennes. Il y avait beaucoup de supporters de Valenciennes qui ont craqué des fumigènes pour l'envoyer de la force bien sûr avant cette rencontre très importante ce soir. C'est peut-être leur match le plus important là sur cette saison, même sur pas mal si on prend de saisons en arrière. Et regardez sur le Twitter officiel de la Coupe de France. Donc en gros on connaît les deux demi-finales et les 4 potentielles finales. Donc sur 4200 votes à peu près, on peut voir soit Lyon-Paris, soit Valenciennes-Paris, Lyon-Rennes ou Valenciennes-Rennes. Quelle affiche vous hype le plus, Et on peut voir que c'est l'affiche Lyon-Rennes, voilà, que la plupart aimeraient voir, donc même devant Lyon-Paris Saint-Germain en finale. Donc voilà, bon, c'est ce que aimeraient voir les gens, bien sûr, une finale Lyon-Rennes. Donc on verra, il faudrait que Rennes déjà élimine le PSG et que Lyon, bien sûr, élimine l'équipe de Valenciennes, on verra. On continue les gars, on revient un an jour pour jour en arrière. Donc Manchester City avait battu Liverpool 4-1 à l'Etihad Stadium. Donc c'était un match de Première Ligue. Donc Liverpool était 8e à l'époque la saison dernière. Donc là maintenant cette saison ils sont premiers. Donc aujourd'hui ils sont en tête de la Ligue. Mais voilà, il y a un an jour pour jour 4-1 pour l'équipe de Manchester City avec un but par exemple d'Alvarez. Et ça avait été un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Anderson qui a depuis bien sûr quitté cette équipe pour rejoindre l'Arabie Saoudite, puis maintenant il est du côté de l'Ajax Amsterdam. Et en parlant de Liverpool, parce qu'il y a un an ils avaient peut-être pris 4-1, ils étaient 8e au classement, mais là cette saison, à 8 journées de la fin, ils sont premiers de la Première Ligue. Et regardez le pourcentage de chance pour les 3 équipes là, qui sont en tête, 3 premières positions, en gros de la Première Ligue, de remporter le championnat. Et c'est bien Liverpool qui a le plus de chance, 47,7% de chance de remporter le championnat anglais pour l'équipe de Liverpool, devant Manchester City 33,5% et Arsenal 18% de chance de gagner le championnat. Un petit rappel les gars des programmes des 3 équipes. On peut voir voilà, que peut-être Liverpool a peut-être le plus de chance parce que peut-être Liverpool a le calendrier le plus abordable tout simplement. On peut voir les équipes. Voilà. Donc concernant Arsenal c'est dommage parce qu'avant la journée là Arsenal ils étaient premiers. Donc s'ils auraient gagné à City, ce qui était faisable bien sûr, ils auraient été bien sûr en très bonne posture pour gagner ce championnat, mais non, voilà, ils ont fait 0-0, donc voilà, c'est bien Liverpool actuellement qui a le plus de chance. N'oubliez pas la vérité, ça se passe sur le terrain, parce que même si par exemple, je sais pas, Liverpool va jouer Fulham, Everton, West Ham, ils peuvent perdre des points, donc tout peut être mis bien sûr en jeu. Donc voilà, concernant cette équipe de Liverpool et le joueur cadre quand même du côté de Liverpool depuis quelques saisons, ça reste ce joueur bien sûr Mohamed Salah, et l'international égyptien a atteint les 25 buts et passes D en une saison de Première Ligue pour la 7e fois consécutive, égalant ainsi le record détenu par Thierry Henry et Alan Shearer au sein du championnat anglais durant le même nombre de saisons, 7 saisons d'affilée en Première Ligue en mettant au moins 25 buts et passes D cumulés. Donc regardez 25 là pour cette saison, 31 passes D buts et passes D la saison dernière, il y a eu 36, 27, 29, 30 et encore une photo là parce que j'ai coupé la photo, c'est 42 encore la saison 2017-2018. Voilà, ça fait 7 saisons d'affilée quand même que ça là obtient ce chiffre d'au moins 25 buts et passes D. C'est quand même exceptionnel bien sûr pour le joueur égyptien. On quitte l'Angleterre, on prend la direction de Marseille, on revient sur le classique français avant-hier qui s'est déroulé. On a pu voir la victoire bien sûr du PSG 2-0. Et avant le match, il y a eu ce tifo les gars, le tifo à l'effigie de Redouane Bougueraba. Avant-hier, avant le classique, suscite de la crispation, voire de la colère au sein du club, notamment chez Pablo Longoria, le président de l'OM. Nombreux au sein de l'OM ne comprennent pas ce choix. Certains voient ce tifo comme un manque de respect envers l'histoire du club, un manque de sérieux et de professionnalisme. La direction de l'OM est en train d'enquêter pour savoir comment ce projet a pu être validé, que ce soit cet humoriste en gros, en tifo, tout ça, parce qu'en gros ça passe pas du côté de Marseille, je sais pas pourquoi, bref. Donc lui il a réagi les gars, l'humoriste là, donc la réponse de Redouane à la direction de l'OM suite à son tifo: quand j'entends que Longoria n'était pas au courant, ça me fait sourire, le tifo devait sortir contre le Shakhtar en Europa League, mais ça ne s'est pas fait.
vrai. Il a également dit, je pense qu'ils sont en train de créer une fausse polémique. La vraie polémique, c'est le niveau de jeu de l'OM, ce n'est pas le tifo. Il a peut-être pas tort, c'est que la vraie polémique, les gars, le vrai problème à l'OM, c'est pas le tifo, parce que l'OM est en train de chercher des problèmes avec ce tifo, alors que le vrai problème, c'est le fond de jeu. Quand Marseille quand même joue quasiment plus d'une mi-temps avec un joueur en plus et prend 2 buts, c'est pas possible, bien sûr, surtout pour un club comme l'Olympique de Marseille. Il y a aussi la déclaration du leader du groupe des South Winners, qui a confectionné le tifo de Redouane, Rachid, donc il s'appelle Rachid Zeroual, donne sa version des faits. Il a dit: depuis quand on doit des comptes sur nos tifos? C'est un espace de liberté. Le stade Redouane est représenté avec le maillot de l'OM, avec le sponsor CMA-CGM, avec le Vélodrome. À lire la polémique, on dirait qu'il était avec une chicha ou que c'est sa tête qui a dérangé. Ce tifo était donc une manière de rendre hommage à Redouane Bougueraba, minot de Marseille qui réussit et qui fait rire. Donc voilà en gros pourquoi ils ont fait ce tifo. Voilà ce qu'il a pu dire, c'est lui les gars qui a dit ça, donc c'est le président en gros des South Winners, le groupe de supporters marseillais. Et il a également parlé aussi du feu d'artifice qu'il y a eu avant le coup d'envoi. Et sur le feu d'artifice des Ultras qui a gâché notre deuxième tifo, il y aura une enquête sur les banderoles des fanatiques qui veulent se faire des bisous avec les Ultras parisiens. Il y aura-t-il aussi une enquête? Et la défaite à 11 contre 10, on n'en parle plus du coup, c'est une blague quand on a mis à l'honneur le pape. J'aurais aimé autant de réactions de l'OM et des pseudo-supporters. Donc voilà, en gros ce qui s'est dit après bien sûr ce classique qui s'est joué avant-hier. Et toujours sur cette rencontre les gars, on va parler de Jonathan Klaus. Donc Jonathan Klaus n'a pas pu jouer parce qu'il s'était blessé la semaine d'avant contre le Chili avec l'équipe de France. Il avait été forfait pour cette rencontre mais il était bien présent en loge. Et la compagne de Jonathan Klaus confirme le deuxième cambriolage en 4 mois pour eux lors du classique. Le couple a dû quitter le stade en urgence à la mi-temps. On leur envoie tout notre soutien. Donc regardez, c'est sa copine Jonathan Klaus qui a mis ça sur ses réseaux sociaux. Donc on a dû quitter en urgence le match à la mi-temps. Deuxième cambriolage en 4 mois, c'est vraiment rageant et insécurisant. Voilà, donc voilà, ils ont déjà été cambriolés il y a quelques mois et là, deuxième cambriolage en 4 mois. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû quitter le stade à la mi-temps, bien sûr, pour rentrer chez eux. Donc on leur envoie bien sûr beaucoup de force. Toujours tiens du côté de l'OM, on va parler aussi de Chancel Mbamba qui est sorti sur blessure lors du match contre le PSG. On avait peur parce que vraiment il a fallu avoir 2 personnes du staff de l'OM pour l'épauler pour sortir. Donc voilà. Et plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est... regardez. Donc bonne nouvelle pour l'homme. Chancel Mbamba aurait évité une grosse blessure avant-hier et ne souffrirait que d'une contusion au genou gauche. Pourtant, on pensait que c'était beaucoup plus grave. Donc voilà, tant mieux. Il devrait tout de même passer d'autres examens prochainement, être laissé au repos contre Lille vendredi soir. Parce que vendredi, gros match. Lille reçoit l'équipe de Marseille. Et bon, il sera au repos. Il sera certainement forfait. Mais voilà, on pensait que ça a été une blessure beaucoup plus grave. Donc voilà, ce serait que une contusion du genou gauche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Chancel Mbamba. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Faris Moumbagna. Et Daniel Riolo, les gars, se moque de l'entrée de l'attaquant marseillais. Il a dit encore: si l'OM avait fait entrer Moumbagna pour apporter du danger sur cette fin de match, mais ils ne l'ont même pas fait. C'est bizarre quand même, mais bon, il est bien rentré. Mais en gros, Riolo, il dit, d'après ça, qu'en gros, il est rentré, mais en gros, il n'a rien fait. On l'a pratiquement pas vu. Faris Moumbagna qui est rentré en fin de match lors du classique. Du côté du Paris Saint-Germain, on va parler de l'entourage de Kylian Mbappé parce que ça passe pas les gars, ça passe pas que Mbappé est sorti à la 63e minute de ce classique avant-hier. Donc l'entourage de Kylian Mbappé considère son remplacement avant-hier dans le classique comme un manque de respect de la part de Luis Enrique. Donc en gros c'est voilà, ça manque de respect. Voilà, ça se fait pas. C'est l'entourage de Mbappé qui pense ça tout simplement de Luis Enrique. Donc un intime du vestiaire du PSG sur le choix de Luis Enrique de sortir Mbappé contre l'OM. Donc sur cette séquence, il montre qu'il est le patron face à la plus grande star de l'équipe. Lors de ses entretiens, Enrique avait assuré qu'il ne ferait pas de politique. Donc voilà. Après, là c'est l'entourage bien sûr de Kylian Mbappé qui dit que ça manque de respect, mais du côté de Paris, même les supporters, les gars, apprécient ce que fait Luis Enrique, contrairement aux autres entraîneurs qui n'avaient peut-être pas la poigne, on va dire, de sortir des joueurs comme Mbappé à l'époque, Messi, Neymar. Lui le fait tout simplement quand il n'est pas bon et quand il doit le faire pour préparer aussi la saison prochaine. Et surtout que Mbappé n'était pas super bon. Donc si t'es pas bon, souvent quand un joueur n'est pas bon, c'est le premier remplacé. C'est un peu ça avec Kylian Mbappé. Regardez les gars, face à l'OM avant-hier, c'est 31 ballons touchés seulement, c'est très peu. 12 ballons perdus, c'est-à-dire un ballon sur 3 était perdu de la part de Kylian Mbappé. 70% de passes réussies, 0 tir. Il a tenté des dribbles, il a rien passé. Donc il n'était pas dans un grand soir. Donc aussi logiquement, il l'a fait sortir. Donc voilà, bon, pour l'entourage de Mbappé, ça manque de respect, mais non, si tu
fait un match comme ça, et ben voilà, tu sors tout simplement, tu vas sur le banc. Donc voilà, concernant la situation de Kylian. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez vu l'after zap image, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous le remontrer les gars, cette info qui montre le temps de jeu de Kylian Mbappé en Ligue 1 depuis qu'il a annoncé son départ au PSG. Donc là il a joué 64 minutes contre Marseille, il avait joué le match entier contre Montpellier, il avait joué 18 minutes contre Reims, 45 contre Monaco, 64 contre Rennes et 29 contre Nantes. Donc temps de jeu moyen, 51 minutes à peu près par match. Et si on compare par rapport à avant l'annonce de son départ, ben voilà, regardez, c'est que du 90 minutes, à part là une fois 32 contre Marseille où il était blessé, il était sorti au bout de 30 minutes de jeu, mais il avait commencé titulaire. Mais sinon les gars, c'était que à chaque fois le match entier qui jouait, bien sûr Kylian Mbappé. Donc voilà, depuis qu'il a annoncé en gros son départ en fin de saison, Luis Enrique prépare la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Et la preuve, on peut voir que les minutes ne sont plus du tout pareilles par rapport au match. Toujours tiens avec Kylian Mbappé ainsi que son grand ami Achraf Hakimi et Lucas Hernandez, donc les trois ont passé l'après-midi hier à l'hôpital Necker avec les enfants hospitalisés. Ils étaient accompagnés par les judokas Roman Diko et Alfo Diallo, la footballeuse néerlandaise Jackie Groenen et le récent champion d'Europe de handball Elohim Prandi. Donc voilà, bon, ça c'est très beau geste bien sûr de la part du PSG Academy, pas que le PSG du foot, le PSG judo, le PSG handball, le PSG foot féminin, où bien sûr les stars sont partis à l'hôpital donner du sourire tout simplement aux enfants malades. Donc voilà, c'était hier lundi après-midi, du côté bien sûr d'un hôpital à Paris. Toujours tiens avec Kylian Mbappé, Ander Herrera, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a côtoyé Kylian Mbappé, sur la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc il a dit, je crois que c'est inévitable, tôt ou tard les chemins allaient se croiser. Donc Kylian au Real, les meilleurs joueurs de l'histoire doivent être liés au plus grand club de l'histoire. Donc voilà ce qu'il pense Herrera, en gros que c'était sûr les gars, c'était le destin pour Kylian Mbappé d'aller au Real Madrid. Pour l'instant c'est pas sûr que ça soit le Real, mais bon, voilà, d'après tout ce qu'on peut voir, ça devrait bien être cette équipe espagnole, le futur club de Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Gonzalo Ramos sur sa célébration, même sur ses 3 célébrations. Une où il a montré le logo, ensuite il a fait son truc de pistolet là, et la troisième où il fait ça, 3 célébrations après son but lors du 2-0. Voilà, lors du classique, il a dit ma célébration, plutôt mes célébrations, je pense que ça fait partie du jeu. Si les supporters aiment dire des choses aux joueurs, ils doivent alors accepter ma célébration ou d'autres célébrations. Je ne pense pas qu'elle était irrespectueuse, cela fait partie du jeu. Voilà ce qu'il a répondu par rapport à toutes les célébrations qu'il a fait après son but lors du classique. On continue, bon, rien à voir avec le classique d'avant-hier, mais la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle de Raphaël Varane. On peut voir commotion cérébrale, Varane, j'ai abîmé mon corps. Donc il a fait un long entretien au journal L'équipe. Donc à 30 ans, le jeune retraité international français a accordé un entretien à L'équipe où il traite un sujet tabou sur le traitement des commotions cérébrales dans le football. Il a dit, donc Raphaël Varane évoque la difficulté à admettre la fatigue ou les migraines craignant d'être perçues comme faibles et insiste sur l'importance d'une prise en charge adéquate appelant une réduction des têtes à l'entraînement. En gros, quand on fait des têtes, en gros il dit que ça, voilà, la tête bien sûr, ça prend un choc bien sûr avec le ballon. Et il dit qu'en gros, voilà, t'as des migraines, t'as de la fatigue à cause des têtes. Il a dit, quand on regarde 3 des pires matchs de ma carrière, il y en a au moins 2 avant lesquels j'avais eu une commotion quelques jours plus tôt face à l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, avec le Real face à Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions 2020. Donc quand Varane évoque des commotions cérébrales face au Nigeria puis l'Allemagne durant la Coupe du Monde 2014, il a dit face au Nigeria, il explique sa commotion par un ballon reçu dans la tempe au début de la seconde période. Je termine le match, mais je suis en mode pilote automatique. Si quelqu'un m'avait parlé à ce moment-là, je ne sais même pas si j'aurais été capable de répondre. Je ne me souviens pas du match après ce choc. Je n'étais pas dans mon état normal. J'avais perdu du poids parce que j'étais déshydraté. Je n'étais pas en forme. Il revient ensuite sur le match d'après face à l'Allemagne. Le staff s'est demandé si j'étais apte. J'étais diminué, mais finalement j'ai joué et plutôt bien. Même si je perds ce duel contre Hummels. C'était le quart de finale de la Coupe du Monde où Hummels, en bas à droite, là, on peut voir, a mis la tête. L'équipe de France avait perdu 1-0 parce que pourtant Varane était au duel avec Hummels. Voilà. Donc l'Allemagne avait été qualifiée, elle avait même gagné la Coupe du Monde. Donc c'était lui qui était au duel. Il a dit, même si je perds ce duel contre Hummels, dont on m'a parlé pendant au moins 4 ans, ce qu'on ne saura jamais, c'est que ce qui serait passé si j'avais repris un impact au niveau de la tête. On ne sait pas, peut-être il serait évanoui. Donc voilà, en gros il parle, regardez, ça fait la une du journal aujourd'hui, à l'équipe, des commotions cérébrales, surtout par rapport aux têtes, tout ça, dans le football. Voilà ce qu'a pu dire Raphaël Varane. On va parler d'un ancien coéquipier de Raphaël Varane, que ce soit Manchester United ou
au Real Madrid, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Et il y a 6 ans, jour pour jour, déjà 6 ans les gars, que Ronaldo marquait ce désormais mythique retourné acrobatique. C'était un 2 avril donc 2018, c'était quelques mois avant son départ. Il avait quitté bien sûr le Real pour aller chez l'adversaire, la Juventus Turin. Donc hauteur du ballon 2,30 m avec l'impact de son pied. Donc même les supporters de la Juventus l'avaient applaudi alors qu'il joue encore au Real Madrid. Donc c'était il y a 6 ans jour pour jour, cette masterclass de la part de Cristiano Ronaldo. Et en parlant de CR7 et là beaucoup plus récemment, donc officiel, Cristiano Ronaldo est élu joueur du mois en Saudi Pro League. Félicitations à lui, son mois de mars avec Al Nasser en championnat, 3 matchs, 4 buts. Voilà, félicitations bien sûr à Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas qu'il est le meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite. Et Ronaldo les gars, donc avec ce nouveau POTM, c'est déjà son 4e cette saison. C'est pas mal quand même. Pour un joueur quand même qui a comme 39 ans, Cristiano Ronaldo, qui performe énormément, c'est quand même une grande réussite quand même Ronaldo du côté de son club de Al Nasser depuis 1 an et demi, depuis janvier 2023, depuis qu'il a rejoint cette équipe. On va parler de 2 personnes très fans de Cristiano Ronaldo, c'est Garnacho, l'attaquant de Manchester United, et Riquelme, celui qui fait, vous savez, des TikTok où il frappe de loin, là, le TikToker brésilien. Donc les deux les gars se sont retrouvés chez Garnacho. Garnacho a invité le TikToker. Il manque quelqu'un sur la photo pour réunir les 3 plus grands fans du GOAT, c'est facile. Donc je pense bien sûr à iShowSpeed, vous savez, ce youtubeur américain où j'en ai parlé hier les gars dans mon After Zapping, où j'ai dit qu'il a acheté une Lamborghini, il a customisé aux couleurs du Portugal avec l'effigie de Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que si on met les 3 là, c'est les 3 plus grands supporters, on peut dire, de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ils ont reproduit la célébration de CR7. On va parler d'un autre Portugais, donc bon, peut-être beaucoup moins connu bien sûr que Cristiano Ronaldo, c'est le gardien de Lyon qui sera certainement titulaire pour le match de ce soir contre Valenciennes. Et Lopez quittera Lyon en fin de saison. Le club le libérera de son contrat pour service rendu et lui rendra hommage via les virages nord et sud du Groupama Stadium le 18 mai prochain, soir de la dernière journée de Ligue 1. Donc le portier lyonnais âgé de 33 ans quittera le club et sera remplacé par Lucas Perry, son numéro 2, arrivé cet hiver en provenance de Botafogo dans les cages dès la saison prochaine. Donc voilà, tout est fixé du côté de Lyon. Tony Lopez va quitter l'équipe de Lyon et Perry sera le gardien numéro 1 de Lyon pour la saison prochaine. Donc concernant Anthony Lopez. Et tiens, toujours avec le Portugal, vu qu'on parlait de Lopez, on a parlé aussi de Cristiano Ronaldo. Et concernant la sélection du Portugal, donc Nike et le Portugal, ça sera fini en 2025, la fin d'une collaboration de 28 ans. On a appris déjà que l'Allemagne, la sélection allemande avec Adidas, ça allait être fini là dans quelques années. Ils allaient peut-être passer avec un autre équipementier, je crois que c'est avec Nike. Donc eux, ça va être fini avec Nike. Ils vont peut-être passer avec Puma, avec Adidas. Voilà, donc ça faisait 28 ans qu'ils étaient ensemble, le Portugal et Nike. Donc en 2025, ça sera fini. Il y aura un nouveau équipementier du côté de la sélection portugaise. Du côté de l'Allemagne qui va passer dans quelques années normalement avec Nike, c'est fini avec Adidas. Donc la fédération allemande de football a annoncé le changement de design du numéro 4 de son nouveau maillot. Quelques jours plus tôt, des internautes soulevaient la ressemblance entre le numéro 44 et les signes SS, une des principales organisations nazies à l'époque. Donc c'est pour ça qu'en gros l'Allemagne change de design et le 4 ne sera plus comme ça, parce que voilà, ça faisait penser vous savez à quoi. Donc c'est pour ça que tout simplement il y aura plus soit le 44 tu pourras plus le floquer, ou soit ils vont changer, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont changer en gros la police d'écriture du 4 tout simplement pour mettre une autre un autre format, on va dire un autre style, parce que là ça ressemble trop bien sûr à ce que je vous ai dit juste avant. Toujours avec les maillots de foot les gars, une prédiction sur le maillot extérieur du Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà quoi pourrait ressembler le maillot extérieur du Real. Bon, le maillot domicile sera blanc, le Real blanc, le maillot du Real domicile est toujours blanc. Maillot extérieur pour être de couleur jaune la saison prochaine. On va parler de Inigo Martinez, défenseur du FC Barcelone. Alors qu'il quittait le centre d'entraînement, Inigo Martinez s'est fait insulter par un supporter. Donc il a mis gros frein à main, il s'est arrêté. Le joueur du Barça en colère a décidé de sortir de son véhicule pour en parler avec l'auteur des propos. Donc c'était très chaud. Pourtant le jeune, il est tout jeune, il doit avoir 15 ans les gars. Et c'est vrai qu'il insulte parce qu'il n'a pas voulu s'arrêter Inigo, voilà, pour faire une photo. Donc l'autre il l'a insulté, il s'est arrêté puis il s'est embrouillé. Donc voilà ce qui s'est passé à la fin de l'entraînement du côté du Barça. Toujours du côté du FC Barcelone, et d'après Fabrizio Romano, Marcos Alonso, 33 ans, quittera le FC Barcelone libre de tout contrat cet été. Donc lui c'est plutôt voilà, peut-être pas un flop, mais voilà, c'est pas une grande réussite, on va dire, du côté du Barça depuis son arrivée libre, quand il avait quitté Chelsea, il est arrivé libre au Barça. Donc voilà, fin de saison, il ne sera pas prolongé par le FC Barcelone, donc il cherchera une nouvelle équipe. Et concernant Sergi Roberto, le capitaine numéro 1 du FC Barcelone, quand il est sur la pelouse, c'est lui qui a le brassard. Bref, il est aussi possible que Sergi Roberto parte gratuitement, mais la décision finale dépendra de l'avenir de Xavi. Si Xavi
reste la saison prochaine. Xavi il aime beaucoup Sergio Roberto, donc il pourrait rester. Mais si Xavi reste toujours dans ce qu'il a dit, qu'il allait quitter le club en fin de saison, Sergio Roberto quittera également le FC Barcelone. Donc lui aimerait bien les jouer du côté de la MLS et peut-être retrouver ses anciens collègues, Busquets, Messi, Suarez ou même Jordi Alba, du côté de l'Inter Miami. On va parler d'Eduardo Camavinga, donc a vraiment dribblé 4 joueurs de Bilbao, c'est avant-hier, pour se libérer de la pression. Sur la ligne des touches, regardez, c'est la photo là, il y avait pas mal de joueurs autour de lui, les gars, il a fait pas mal de gestes techniques et il a réussi à dribbler tout le monde, Eduardo Camavinga, lors du match où le Real Madrid s'est imposé 2-0, c'était avant-hier. Et lors de cette rencontre, Rodrigo a inscrit un doublé, il a inscrit les 2 buts côté Real Madrid, et lorsque Rodrigo a célébré son premier but contre Bilbao, Fede Valverde lui a rappelé de célébrer avec Jem Salom, le kiné du Real Madrid. Rodrigo a dédié le but et la victoire à Salom, dont la mère est récemment décédée, donc voilà, parce que lui il célébrait, mais il avait oublié d'aller célébrer avec le kiné du club, donc Fede Valverde lui a dit, c'est pour ça qu'il est parti bien sûr, célébrer avec lui, avec le kiné, il a perdu sa maman il y a quelques jours. Et toujours avec Rodrigo, Fred Hermel, c'est quelqu'un qui travaille sur RMC, mais il habite en Espagne, il donne des infos bien sûr du côté du football espagnol. Il a dit Rodrigo est régulièrement transparent, mais il est capable de ces petits coups de génie qui changent l'avenir d'un match. Par exemple avant-hier il a été bon avec doublé, puis surtout c'est comme l'homme de la Ligue des Champions, il a quand même un sacré ratio de buts inscrits par match du côté du Real en Champions League, le joueur Rodrigo. Des nouvelles aussi de Jamie Vardy, vous l'avez tous oublié ce joueur, n'oubliez pas qu'il est toujours attaquant, capitaine de Leicester, premier actuellement de la Championship, on risque de les revoir en Première Ligue la saison prochaine. Il y a 37 ans, le légendaire Jamie Vardy est encore bien performant en Championship cette saison, donc plus de 1323 minutes jouées, donc 15 matchs à peu près complets. Bon, il ne joue pas tous les matchs, voilà, parce qu'il y a quand même 37 ans, mais voilà, 14 buts et une passe D, c'est pas mal, c'est même très bien. Donc il est resté à Leicester malgré la relégation et maintenant l'un des principaux artisans de leur possible remontée. Il devrait bien remonter l'équipe de Leicester la saison prochaine en Première Ligue. L'AC Milan cible Jonathan David pour remplacer Olivier Giroud, donc voilà. Concernant David, les gars, ça va être très compliqué pour Lille de le conserver encore une saison de plus. Donc lui, il est pisté par pas mal d'équipes, dont l'AC Milan, les gars, qui aimeraient l'avoir pour remplacer Giroud. Giroud, il y a le Erwigo de Fabrizio Romano pour qu'il rejoigne l'équipe des Los Angeles FC. Des nouvelles de l'ancien joueur de Lyon, Lucas Touzard, sur sa nouvelle vie en Allemagne depuis son départ de Lyon en 2020. On s'y plaît énormément, les gens sont très cool, la mentalité est top. Il n'y a que la nourriture, surtout comparé à Lyon où c'est le jour et la nuit, où là-bas, ils ne mangent pas super bien, alors qu'à Lyon, c'était vraiment de la bonne nourriture. Il a dit, mais c'est un championnat spectaculaire, très offensif chaque week-end. Les stades sont toujours pleins. Il y a des ambiances de folie, c'est vraiment plaisant. Je suis très heureux en Allemagne. Voilà, en gros, il a fait, on peut dire, le bon choix d'avoir quitté Lyon pour rejoindre l'équipe de Union Berlin. Neymar a informé les joueurs et le staff de Santos qu'il reviendrait jouer pour Santos en 2025, donc l'année prochaine. N'oubliez pas que Neymar est blessé jusqu'à la fin de saison. N'oubliez pas que c'est un joueur de Al Hilal, mais on ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Est-ce qu'il va rester à Al Hilal où il a joué très peu? Est-ce qu'il va aller à l'Inter Miami parce qu'il voudrait rejouer aussi avec Messi, peut-être là-bas, ou retourne à Santos après? Il peut faire, pourquoi pas, être transféré là, à l'Inter Miami la saison prochaine, puis en 2025, la saison d'après, revenir à Santos, le club où il a été révélé au monde entier. Mais voilà, il a promis, enfin, c'est pas qu'il a promis, il a plutôt informé les joueurs de Santos et le staff qui reviendrait jouer dans cette équipe avant la fin de sa carrière. Des nouvelles de David Derrea, les gars, lui aussi on l'a oublié parce qu'il est en fin de contrat depuis le 30 juin 2023, ça va faire un an les gars, dans 3 mois. Il est sans club. Et des nouvelles de David Herrera qui profite du soleil des Bahamas avec sa famille, vu qu'il est sans club, sans contrat, il profite. Donc peut-être il retrouvera une équipe, là, peut-être la saison prochaine. Donc voilà, l'ancien gardien de Manchester United, toujours sans club. Donc il a actuellement, c'est pas marqué son âge, je crois qu'il a 33 ans. Donc voilà, maintenant, on pense qu'il peut encore jouer bien sûr au football, surtout que c'est un gardien de but et les gardiens peuvent jouer un peu plus longtemps, je pense, que les joueurs de champ. En soutien aux agriculteurs, Amiens a dévoilé un nouveau maillot collector, donc Andy Carroll avec une fourche et un maillot d'Amiens en soutien aux agriculteurs, si c'est pas ça le bonheur. Donc voilà, ce maillot les gars a été dévoilé hier. Mais bon, c'est bien sûr un poisson d'avril, Amiens ne va pas porter ce maillot. Mais le club va tout de même offrir 1000 places aux agriculteurs de sa région pour le match contre Dunkerque. Belle initiative, le prochain match à domicile. 1000 places seront données aux agriculteurs du côté de Amiens. Donc voilà. Mais concernant ce maillot, c'est un poisson d'avril hier. Tiens, toujours avec 2 maillots les gars et 2 joueurs. Tiens, 2 anciens lyonnais, Lucas Paqueta qui a échangé son maillot avec Bruno Guimaraes. Mais pas que les deux à l'époque jouaient du côté de Lyon. Et ils se sont retrouvés lors du Newcastle West Ham qui s'est joué ce week-end où Newcastle s'est imposé 4-3 dans un match totalement fou. Les supporters de Fortaleza ont déployé un tifo inspiré des Simpsons ce week-end.
Voilà, magnifique tifo les gars. Avec Bart, bien sûr, Bart Simpson. Wilfried Singo est le joueur africain de Ligue 1 avec la meilleure moyenne cette saison, avec une moyenne de 7,63 sur 10. C'est pas mal, c'est même très bien. Donc 5e meilleur du championnat, pas mal pour sa première saison en France. Voilà pour ce joueur qui joue du côté de l'AS Monaco. Pedri tient une déclaration, comment je me vois dans 10 ans. Donc pour l'instant il est jeune, il a 30 ans, donc dans 10 ans. Il a 20 ans, désolé, donc dans 10 ans, il aura 30 ans. Et il a dit jouer au football et être chauve. Voilà, c'est comment il se voit dans 10 ans. J'ai toujours voulu avoir l'air chauve, donc pourquoi pas les gars, ressembler à Iniesta on peut dire, dans 10 ans, c'est son rêve. Voilà, il se voit comme ça tout simplement, Pedri. Roberto De Zerbi possède une clause à 14-15 millions d'euros uniquement valable l'été qui arrive. Le coach italien souhaite s'entretenir avec Brighton pour son futur. Des discussions ont déjà démarré avec le Bayern. Après, il n'y a pas que le Bayern. J'ai vu aussi que l'équipe de Liverpool, par exemple, intéressée. Mais Fabrizio le dit que le Bayern en fait sa priorité. Vu que Xabi Alonso, maintenant, c'est sûr, c'est officiel. On a appris la semaine dernière. Il a dit qu'il restait entraîneur de Leverkusen saison prochaine. Donc voilà, le Bayern Munich ou même Liverpool doivent chercher des autres coachs. Et De Zerbi, les gars, va être vraiment ciblé. Barça aussi, pense à lui pour l'après Xavi. Donc voilà. Bon, lui, il va s'entretenir avec Brighton, mais il y a peu de chances quand même qu'il reste dans cette équipe. Surtout qu'il peut viser, on peut dire, plus gros. La fédération turque a annoncé ce lundi, donc hier, que 3 joueurs de Fenerbahçe sont convoqués en commission de discipline. De violents incidents se sont produits lors du match Trabzonspor-Fenerbahçe. C'était 17 mars dernier où des supporters sont rentrés. Et il y a des joueurs de Fenerbahçe qui sont battus avec ses supporters. Et il y en a 3 qui vont passer en commission de discipline. Ils pourraient être suspendus pour de nombreux matchs. Mais bon, ils sont défendus quand même. Et n'oubliez pas que le Fenerbahçe devrait voter aujourd'hui, mardi, pour savoir s'il mettra à exécution sa menace de se retirer de la Super League après que ces joueurs ont été attaqués par des supporters lors du match contre Trabzonspor. Parce que le Fenerbahçe avait dit, il s'était imposé 3-2 lors de ce match, mais ils avaient dit, on ne joue plus dans ce championnat. La Turque, à cause de ce qui s'est passé, on aimerait aller dans un autre championnat. Donc aujourd'hui, en gros, ils vont voter pour voir vraiment s'ils mettent à exécution leur menace de quitter le championnat turc. Ça m'étonnerait. Ils aimeraient jouer dans plusieurs championnats, dont le championnat Liga. On ne voit pas comment ça pourrait se faire, les gars. Fenerbahçe, jouer en Liga, c'est quasiment impossible, mais bon, voilà. Aujourd'hui, il y aura un vote. On en reparlera dès que j'aurai des nouvelles infos. On va parler aussi de Yacine Benzia, raconte son but sublime face à l'Afrique du Sud. Il a marqué un magnifique retour acrobatique lors de la trêve internationale. Donc il a dit, j'avais préenregistré la situation dans mon esprit en me disant, faut que tu frappes. Là, je vois que la passe m'arrive dos au but. Honnêtement, ça va très vite. L'idée est toujours la même. Il faut que je frappe. En une touche, je me la lève. Enfin, je lève le ballon avec le pied droit et j'enchaîne de manière acrobatique avec le gauche. Tout le monde me saute dessus. Je rigole parce que je sais que j'ai mis un but de fou. Je sais que ça peut paraître dingue un tel geste, mais je ne suis pas surpris. C'est en moi, c'est mon football. En jeune à Lyon, j'ai joué comme numéro 9. J'ai toujours eu du flair et toujours eu des repères dans la surface de réparation. Je visualise vite le but, la position des adversaires et du gardien. Donc voilà. Voilà, en gros, il décrit ce magnifique but qu'il a marqué lors du match nul entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ça, c'était fini. À 3 partout, il a marqué un doublé lors de ce match-là. Yacine Benzia. Marco Materazzi sur Zinedine Zidane. Où Zidane lui avait mis un coup de boule. Mais bon, Materazzi, les gars, a insulté quand même Zidane, sa sœur. Voilà, Zizou. C'est pour ça que Zizou avait pété un câble. Donc, c'était en 2006. Il a dit, je n'aime pas revoir ces images du coup de tête. Ça ne rend pas justice à ce qu'a été ma carrière. Cet épisode n'aurait jamais dû se produire dans la tension de cette finale. Au milieu des chamailleries et des insultes, Zidane m'a proposé son maillot et j'ai dit non, que je préférais sa sœur. Voilà. Puis il s'est retourné, a réagi comme tout le monde. S'en souvient, je n'ai jamais revu Zidane 18 ans après. Donc voilà. Mais à cause de ça, j'en sûr, il n'y aurait pas eu ça. Parce que Zidane a pris rouge. Puis voilà, c'est dommage parce qu'il y a une finale, une Coupe du Monde magnifique. Puis à cause de cet Italien Materazzi, l'équipe de France avait floppé. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu cet incident-là. Sur l'équipe de France aurait gagné cette Coupe du Monde 2006. Bref. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ce duo, magnifique duo de football. Robben et Ribéry. Robéry, on appelait ça à l'époque. Donc Robben au Bayern, c'est 309 matchs pour 144 buts et 101 passes D. Les stats sont incroyables. Et Ribéry, les gars, c'est 425 matchs pour 124 buts et 182 passes D. Donc là, était ailier droit, l'autre était ailier gauche. C'était sensationnel et c'était Mandzukic, un attaquant à l'époque. Donc voilà, ce duo, bien sûr, Robéry, magnifique duo du côté du Bayern. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image qui sort cet après-midi et sur cette chaîne, c'est demain les gars, demain mercredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.